Quand j'ai appris le décès de Guy Oslos, le temps s'est arrêté. La terre a presque tremblé. J'avais de la misère à croire que ces enseignements passeraient du réel à la mémoire. Et j'allais m'atteler à assurer la délégation qu'il m'avait faite avec des loyautés fines de celles qui aident à grandir. Mais au fin fond de moi, je me sentais comme ce petit garçon qui a été choisi, qui a été adopté par le père qu'il avait choisi. Je pense que c'est une expérience unique d'être choisi dans une vie. Ah, vous êtes plus beau sans lunettes, hein? C'est une expérience unique d'être choisi. Et je pense que bien des gosses, c'est ce qu'ils ont besoin. Cyrulnik disait, « Personne ne peut grandir sans quelqu'un qui espère pour lui. » Donc un recueillement à la mémoire de nos pères, ces générations qui ont bien connu les affres de l'éducation punitive, où on confondait le respect avec la peur, où on glorifiait la soumission. Une pensée aussi pour nos mentors qui nous ont aidés à nous élever, à nous former. Donc, ils ont joué nécessairement une importance dans notre identité professionnelle. Et comme on ne vend pas des beignes, notre identité professionnelle a un impact sur notre identité personnelle. Et que Guy Oslos te dit, je t'ai choisi. Pour moi, c'est ce genre de situation où quelqu'un croit plus en toi que toi, tu crois en toi. Et c'est lui qui a raison, parce qu'il n'est pas envahi par tes peurs, par tes angoisses, mais il a vu quelque chose en toi. Et c'est ces moments, je crois, de félicité qui aident à grandir. Et donc, je souhaite à chacun de ces gosses qui sont en placement d'être choisis, d'être investis par vous, parce que c'est la chance qui va sauver leur vie. Le souffreteux de Nietzsche disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » Quelle connerie! Ce qui ne nous tue pas nous estropie, nous humilie. Le reste du temps, on aime ou on se ment. David Goudreau, un travailleur social québécois, slameur, poète, conférencier, romancier, et il a écrit des merveilleux romans sur ce que vous appelez les relations entre une mère et un fils, mais les cassos. Et alors que je passe mes journées avec eux, habituellement, j'ai tendance à vouloir me divertir. Il m'a attrapé dans son truc. Et donc, je vous le recommande. Nous allons quand même planter le décor. Mon cher Vincent, la télécommande. Oui, on essaie? Oui, elle va fonctionner. Mesdames, Messieurs, je vous présente Stéphane Bugeaud. J'en profite pour te présenter.
Oui, désolé. Alors Stéphane est psychologue, il est directeur clinique d'un centre de thérapie pour adolescents, il est coordonnateur d'un projet de prévention des dépendances au Québec, il est formateur, superviseur, conférencier au Québec, mais également en Europe. Et la particularité de Stéphane, évidemment, ce matin, c'est qu'il a travaillé plusieurs années, comme il vous l'a dit, aux côtés de Guy Oslos. C'est dire que des exemples liés à la compétence des familles, il en a plein ses valises. Et aujourd'hui, ces valises, il les pose à Strasbourg. Alors nous lui avons confié l'importante mission de partager avec nous toute l'importance justement des vécus des familles, le contexte nécessaire donc de sécurité et, oserais-je dire, mais il le dira mieux que moi, de confiance réciproque. Stéphane, maintenant je commence un peu à le connaître, il se présenterait comme Robert Charlebois, comment est-ce qu'on dit Un chanteur québécois. Oui, voilà. Mais un mec de son pays, quoi. Je ne retrouverai pas le nom, donc ça ne sert à rien d'essayer. Robert Charlebois se présentait exactement comme Stéphane a envie de se présenter, c'est-à-dire un baume de bonne famille, mais quand même avec une éducation qui laisse à désirer. Et il a pu donner des exemples, et un des exemples, une des anecdotes, c'était qu'il n'avait pas 10 ans quand son père l'a envoyé au village pour aller faire le plein de la voiture seul. C'est dire que, il savait conduire la voiture, et que deux, son père lui confiait les clés de la voiture pour aller faire le plein. Un baume de bonne famille, mais avec une éducation qui laisse à désirer. Mesdames, messieurs, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bugeaud. Je viens d'une famille, on vient pas de la bourgeoisie, on vient plutôt vraiment des milieux pauvres, de sorte qu'à travers la pauvreté, chaque famille est soumise à des grands stress. Puis nos clients vivent plus d'accidents, de morts subites ou de morts prématurées, de maladies, parce que juste bien s'alimenter, c'est même pas accessible. Pour les familles plutôt pauvres. Donc, je ne ferai pas mon CV. D'habituellement, je le fais quand je le fais en formation, mais à 5 ans, mon oncle m'a saoulé pour la première fois. À 6 ans, on a eu le premier feu où on n'avait rien. On a tout perdu. À 8 ans, j'ai quasi noyé. Je buvais la tasse dans le fond de la piscine, donc un stress post-traumatique. À 10 ans, un deuxième feu où là, tu perds tout. Tu n'as rien encore et c'est l'armée du salut, j'entendais quelqu'un dire ce sont des misères nécessaires. C'est jamais nécessaire pour ceux qui les vivent. Mais pourtant, c'est la grande débrouille. Et ces familles-là doivent vraiment être créatifs juste pour allonger la sauce. Et le bouillon, des fois, est très clair. Mais quand tu as plusieurs enfants et que tu dois vivre avec très peu d'argent, moi, aujourd'hui, je me demande encore comment ils arrivent à le faire. Bon, je pourrais vous raconter toutes sortes de trucs, mais la pauvreté, je veux dire, ça amène la stigmatisation, ça amène des regards de pitié, et ça crée de la honte. Et ce que ça détruit, je crois, la première chose, c'est la compétence qui, pour moi, est la compétence la plus importante, c'est-à-dire la capacité à demander de l'aide. Et donc, quand tu as été pauvre et tu as vécu plusieurs trucs, tu apprends à ne plus demander d'aide. Parce que la main qui donne est toujours plus haute que celle qui reçoit. Et celle qui reçoit ne vit pas bien. Et donc, pour éviter de répéter les expériences de honte, et la pitié, c'est le pire sentiment que quelqu'un peut recevoir. Donc, on arrête de demander. Et j'ai vraiment apprécié dans la table ronde ce matin les mamans qui ils ont quand même expliqué un processus, un début où on ne s'est pas senti compris ni écouté, mais c'est parce que les mécanismes à l'intérieur où les gens ont tellement peur, où ils sont tellement fait bousculer que déjà que quelqu'un veut t'aider, c'est suspect. Donc, Guy Hardy va bien en faire la démonstration cet après-midi. Mais fais en sorte que
les sentiments d'injustice et tout ça fait en sorte, et l'éducation punitive a fait en sorte que nos pères étaient emprisonnés à l'intérieur d'eux. Et imaginez la souffrance de ne pas être en mesure de dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Et il a quand même fallu que je travaille très, très fort, moi, pour retrouver une sensibilité qui n'était pas une bonne chose quand tu es un garçon dans la cour d'école. Hein? Tu ne peux pas te montrer vulnérable, tu ne peux pas te montrer sensible. Donc, tu développes cette espèce de carapace de « j'ai peur de rien », et voilà. Mais ça, nécessairement, c'est une entrave aux relations, puis surtout à la demande d'aide. Donc, très souvent, nos clients ils ne sont pas demandeurs. Mais j'ai apprécié comment les dames ce matin nous ont dit « dans un premier temps, c'était plutôt rude. La peur d'être jugé, d'être étiqueté, faisait en sorte que, la première rencontre, hein, comme elle disait, l'assistance sociale arrive. Oh là là, c'est jamais une bonne nouvelle. Hein? Mais comment ils ont progressé et que leur ultime compétence ce matin a été de finir par pouvoir accepter l'aide. Et donc, je dis toujours, il faut quand même avoir relativement confiance en soi, être en sécurité pour que cette aide-là puisse se produire. Et il s'est passé quelque chose de merveilleux, c'est que tu le sens. Elles ont été écoutées, entendues, mais surtout comprises. Et là, il s'est créé de façon circulaire, et c'est comme ça que la systémie nous aide. Elles en sont senties qualifiées et elles ont très bien qualifié aujourd'hui les professionnels. Et c'est là qu'on est dans une boucle où, finalement, être aidé n'est plus quelque chose qui se heurte et qui est extrêmement souffrant. Voilà. Non, je l'ai mis dans mes poches, je suis désolé. Mon cerveau social est un peu paniqué parce qu'il trouve que vous êtes beaucoup. Puis il se dit, je pourrais perdre la face, je pourrais être humilié, parce que je les ai connues, les humiliations, hein, et de dire, on pourrait rire de moi, fait que j'ai tendance à perdre un peu mes moyens, mais bon, ça va le faire. J'ai pas de traumavertissement pour vous. Je pense que vous avez déjà entendu beaucoup de choses dans votre travail. Vos oreilles ne sont pas chastes. Hein? Deuxième chose, j'ai un accent. Je pourrais rien y faire. Mais si jamais quelqu'un veut lever la main pour me dire « ça, c'est une expression québécoise, on peut-tu avoir une traduction? » Voilà, ça pourrait être utile. Troisième chose, habituellement, je me comporte comme un gosse dans un magasin de bonbons. Hein, je viens super excité, mais aujourd'hui, la fièvre devrait faire le travail. Je voudrais quand même souligner quelque chose, parce qu'il y a des choses dans la vie qui me touchent tout le temps. Et je voudrais souligner quand même l'excellent travail de cette dame qui est dans notre salle et qui traduit en langage des signes. Et je me dis, waouh! Parce que c'est pas un mince travail traduire un excité qui a un accent en plus. Hein? Fait que bonne chance. Vous avez tous mes hommages. Donc, je vais essayer de planter le décor. OK, ça, je vous l'ai dit. Excellent. Bon, faut quand même mettre les choses dans leur juste perspective. La première assertion, tous les parents sont compétents. Ah, là, vous auriez dû voir apparaître un gros rond rouge. Pam, pam. Mais les trois? Ah, il y a juste une petite séquence. Mais bon, vous comprenez le principe? Hein? Non, ce ne sont pas tous les parents qui sont compétents. Quand on travaille dans des situations d'extrême précarité, écoutez, c'est pas vrai, là, on n'est pas dans le truc 68 heures de tout le monde est beau, tout le monde est gentil, puis on fume la moquette, là. Hein? C'est pas là. Hein? Et on a dû placer avec Guy Oslos parce que faut se mettre des représentations internes pour pouvoir nous aider à faire notre travail. Et on l'a placé comme ça avec Guy. Certains parents vont dire « Monsieur Bugeaud, je vous dis, on va faire le travail. » Mais il ne faut rien.
Donc, ils n'ont pas de résultat. Parce que, très souvent, ce n'est pas le bon moment. Et Guy Oslos, il n'y a pas de famille qui n'est pas motivée. C'est qu'elles ont besoin de plus de temps. Et c'est un autre peut-être contexte qui le permettra. Mais là, vous, il y en a quand même quelques-uns qui avaient des enfants. L'éducation, c'est quoi? C'est répéter 1000, 2000, 3000 fois le même truc. Et pourtant, on voudrait que ces familles changent sur la première discussion. L'éducation, c'est de la répétition. Et s'il y a une chose que le cerveau aime, c'est une façon, ou la seule probablement façon d'apprendre, c'est à travers les répétitions. Donc, vous avez appris les tables, mais si vous avez fait des sports de haut niveau ou vous avez appris le piano, c'est par répétition. Donc, ralentissons le temps. Vous allez vous mettre moins de pression et vous allez mettre en retour moins de pression aux familles. Et là, l'imprévisible, comme disait Jacques, pourra survenir. Les enfants sont toujours mieux dans leur famille que dans les internats. Ça aussi, c'est faux. Je crois, puis je l'ai entendu sur la table tout à l'heure. Ça prend un village pour élever un enfant. Imaginez la force là, de ces mères qui arrivent à dire « j'ai besoin d'aide », qu'ils vont m'aider à mieux éduquer mon enfant. Parce que s'il y a un métier qui est difficile, je pense que vous allez convenir avec moi, c'est le métier de parent. Et il n'y a pas de livre. Gordon a beau parler de parents efficaces, ça le fait pas. Je veux dire, parce que tous les enfants sont différents, ils ont des tempéraments différents, ils ont dans un rang de fratrie différent. Vous le savez, les aînés ne se comportent pas comme les petits derniers. Puis les parents, heureusement, évoluent. Donc, vous voyez la complexité de ce truc est dans une société qui est extrêmement exigeante. On s'entend? Et moi, quand je vois ces crèches où on va apprendre 3 langues à vos enfants, ben oui, on peut toujours créer des chiens savants. Mais est-ce que c'est le genre d'humain qu'on veut construire? Est-ce qu'on va réussir, à travers cette ultra-performance, à transmettre l'humanité? Parce que l'éducation, c'est cette transmission d'humanité. Et quand on voit les gosses comme à Marseille qui sortent la Kalachnikov et à travers le monde, aux États-Unis, une tuerie de masse, plusieurs par semaine, c'est épouvantable. On ne peut pas penser que cette humanité-là s'est bien transmise. Donc, accepter pour une mère, et ça doit être extrêmement déchirant, de dire « Ah, je te confie mon enfant ». Nous, les pères, on ne l'a pas porté. Fait que tu sais, l'enfant, il a peur d'aller à l'école, c'est « Hey, voilà, ciao, bonne journée. T'as tombé en vélo, il n'y a pas de souci. » Mais le lien avec les mères de l'avoir porté, ce cordon, c'est... Alors, on ne peut qu'en s'en faire une approximation. Mais c'est une très, très grande compétence qu'elles ont eue. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Les éducateurs n'ont malheureusement pas les connaissances pour soigner les jeunes. Ça aussi, c'est une bêtise. Il faut quand même penser que les éducateurs... Là, je dis éducateurs parce que nous, c'est surtout ça au Québec, mais ici, c'est les éducateurs, les travailleurs du terrain ou les travailleurs sociaux, sont toujours au front devant les grands brûlés de la souffrance. Et la mère le disait même tout à l'heure. Oui, ils ont des compétences, mais putain, ils se retrouvent avec toutes sortes de gosses qui sont en grande difficulté. C'est quand même pas un métier facile. Et là, quand je vous vois, vous n'avez aucune idée, de mon point de vue, comment c'est beau ce que vous êtes. Cette mobilisation. Il y a quand même 1100 personnes ici aujourd'hui de Strasbourg et des alentours qui ont la jeunesse à cœur. Oui? Parfait. Voilà. OK, on le fait quand même. Regardez votre voisin, mettez-lui la main sur l'épaule et dites-lui merci.
Vous voyez comment c'est fort? Juste cette petite demande a déjà suscité quelque chose en dedans de vous qui favorise le cerveau social. Nous sommes des animaux sociaux qui avons besoin d'appartenance. Et donc, les gestes n'ont pas à être d'une extraordinaire, mais à chaque fois que vous dites un merci, que vous reconnaissez quelqu'un, vous êtes une meilleure personne. Et cette personne-là, l'autre personne qui le reçoit, va vous en être très reconnaissante. Malheureusement, nous, on a été beaucoup élevés où Guy Oslos, qu'il y a deux mécanismes qui sont pathogènes et qui créent des problèmes de santé mentale. Les remarques critiques. Hein? Puis on avait tendance à dire, la chasse aux blâmes est ouverte à l'année. Hein? Et là, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a les critiques constructives. Jamais pour celui qui la reçoit. Peut-être que lui qui la donne a l'impression que c'est constructif. Hein? Et c'est tellement banal que vous êtes avec votre conjointe sur le divan, vous êtes en train de tomber endormi, elle dit « Chérie, tu dors? » Non. Mais si sur un geste aussi banal, imaginez si on vous dit « Vous êtes un mauvais père, vous êtes une mauvaise mère. » Et vous êtes vraiment une salope, hein? Imaginez. C'est épouvantable. Donc, on parle de la compétence des familles, de cette croyance ingénue ou stratégique que les familles ont la capacité de régler les problèmes qui se posent à eux. Des fois, il faut être stratégique parce que trouver à disqualifier quelqu'un, critiquer quelqu'un, c'est très naturel. Certaines situations, tu dis « Oh, mais là, elle est où la compétence? Qu'est-ce que je vais pouvoir relever? Mais qu'est-ce que je vais pouvoir recadrer? » C'est plus complexe. Donc, c'est pas juste tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On travaille beaucoup plus fort à mettre l'autre en valeur qu'à lui faire une jambette. Hein? De toute façon, si c'était si facile, je pense que les ados le pratiqueraient, alors qu'ils sont les spécialistes de la jambette et de l'humiliation. Et donc, malheureusement, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses ici aujourd'hui qui seraient de l'ordre de la formation, mais là, on est dans un contexte qui est beaucoup plus de l'ordre de l'information. Mais, je vous amène, parce que j'y ai pensé tantôt, disons-nous aujourd'hui, c'est de l'ordre de l'information réjouissante. C'est quand même un peu plus sexy que l'information préoccupante, hein? Donc, j'essaie de vous dire comment a émergé la question des compétences. Guy s'est inspiré, entre autres. Là, puis tout ce que Jacques a dit, Jacques, c'est une bible ambulante, hein? Je veux dire, c'est le patriarche de la thérapie familiale en Europe, là. Voilà, il y a tout mon respect à travers ça, et voilà. Il a parlé de Lang, de Cooper, et tout ça est très, très vrai. Parce qu'il y a bien des choses qui gênaient Guy dans l'intervention. Mais là, je vais vous parler surtout de la partie des compétences. Donc, la partie de la lecture de Jean Lumeau, la péché et la peur, la culpabilisation en Occident, si je vous résume la thèse, c'est comment vous et moi, les gens de mon âge, les plus jeunes, c'est autre chose, comment nous avons été élevés comme des bons névrosés occidentaux poids moyen. Hein? C'est-à-dire par deux piliers que sont la peur de l'autorité. Hein? Si le professeur disait « je vais appeler à la maison », vous preniez le chemin le plus loin. Mais malheureusement, tu arrivais toujours à la maison, tu ouvrais la porte, puis ta mère disait « attends que ton père y rentre ». Donc, cette peur de l'autorité, où là, on a glorifié quand même la soumission, faire en sorte que moi, quand je me fais arrêter par la police, je suis quasiment en train de lui dire merci de me donner une contredanse. Ah, mais il faut être crackpot, hein? Mais mes jeunes, eux, c'est pas des névrosés. Eux, c'est les mutants, qui ont vécu la mutation psychosociétale, alors qu'on a élevé les enfants pendant 2000 ans de la même façon. Là, pouf, on fait d'autres choses. Alors, mes jeunes mutants, ils font « Qu'est-ce que tu veux?
Pourquoi tu m'embêtes? T'es mal baisé. Et ils sont prêts à découdre avec ce que je m'autoriserais jamais. Donc, ils n'apprennent le respect que par le respect qu'ils reçoivent. Mais ça, là, il y a un choc entre nous, les bons névrosés, puis les mutants, hein? Et les institutions, il va falloir qu'elles s'ajustent, hein? Parce que sinon, on va continuer d'en prendre plein la gueule. Bon. Donc, la peur de l'autorité. Et le deuxième truc, j'en ai déjà un peu parlé, c'est la culpabilité. Déjà, dans la religion, hein, j'ai été enfant de messe quand même, dans la religion, juste avoir une mauvaise pensée, c'était coupable, hein? Et donc, voilà, il fallait, puis c'est là que Guy a travaillé, a essayé de passer du modèle judéo-chrétien, que si tu admettais une faute au curé, ben, tu avais l'absolution. Tu faisais 4-5 « Je vous salue Marie », puis tu sortais les épaules léger, hein? Tu recommençais les bêtises, mais le curé était là chaque dimanche. Ça allait? Alors que Michel Foucault, dans La volonté de savoir, ben lui, il fait l'espèce de parallèle entre la thérapie et la religion et la thérapie. Hein? Bon, je vous ai dit comment ça se passe dans la religion. Dans la thérapie, si tu admets tes fautes, ceci justifie la thérapie. Hein? Mais si tu n'admets pas tes fautes, ceci justifie encore plus de thérapie. Parce que tu es même trop con pour savoir que tu as des problèmes. Vous comprenez, je mets la table pour M. Hardy, hein, qui va bien vous illustrer le truc. Et donc, ça a amené Guy à concevoir le modèle systémique où on va dire, ben, on va s'intéresser aux compétences. Puis au lieu de créer de l'habilité à la culpa, c'est-à-dire à sentir coupable de tout, puis là, je donne un autre exemple. Vous marchez dans le corridor, votre collègue qui habituellement vous sourit, vous salue, ce matin-là, là, tout de suite, en bon névrosé, il va dire « Est-ce que j'ai fait quelque chose? » Le mutant, il fait « Bah, elle n'a pas eu ce qu'elle avait besoin hier soir, donc, hein? » Donc, Guy, lui, voilà, il voulait passer au concept des compétences, où là, il allait finalement développer l'habilité à répondre. C'est fondamental. Et que l'information et cette information pertinente qui est la différence qui fait la différence. Et là, les gens vont trouver leur propre auto-solution. Mais tu sais, si je vous traduis ça un petit peu, c'est pas mal plus efficace d'essayer d'amplifier les forces des gens que de corriger leurs habitudes. Puis là, hein, vous savez, les plus vieux, hein, tu sais, les habitudes qu'on a contractées avec le temps, quand même difficile de s'en débarrasser. Hein? Il y a quelque chose d'assez confortable là-dedans, même si c'est nuisible. Hein? Puis ça fait partie de nos combats intérieurs. Y a-t-il quelqu'un ici qui est contre la nourriture saine? Non. Contre l'exercice physique? Non. Pourtant, il y a bien des fois que vous êtes assis sur le sofa avec le sac de chips et la télévision. Mais vous n'êtes pas contre le principe. Mais le mettre en action, là, pas! Donc, je vais essayer d'avancer parce que mon ami Vincent, qui est merveilleux, ah oui, Guy était extrêmement gêné que dans les services de psychiatrie et les services à l'enfance, les gens étaient étiquetés. On avait toujours une représentation négative d'eux. Et donc, je vais vous dire le souhait de Guy en fin de vie après, mais dans les faits, je veux juste revenir sur la question du comportement et le diagnostic. Silvini disait, quand les équipes disaient « c'est un manipulateur, c'est un voleur », non, ce n'est pas. C'est ce qu'il nous montre à ce moment-ci. Hein? Ceci ne détermine pas son identité. Et donc, si on fait par extension la question du diagnostic, dans le fond, on prend une photo du client ou de la famille au moment où ils sont le plus mal et où ils paraissent le plus mal. Et on dit, voici qui vous êtes. Vous êtes des parents toxiques. Vous avez giflé votre gosse, vous êtes un parent violent. Dans les faits, ceci ne devrait pas les déterminer. Mais vous connaissez quand même l'importance des diagnostics dans nos sociétés, hein, puis dans les entreprises de soins. Mais là, je vous donne juste un exemple.
Imaginez, vous êtes assis, c'est quand même sympa. Vous voyez les collègues, vous passez une belle journée, mais imaginez que ce soir, quand vous allez rentrer, votre conjoint va être mort avec vos 3 enfants. Ils auront eu un accident d'auto. Ce qui va vous propulser dans une crise. Et si vous vous rendez à l'hôpital, on va prendre la photo de vous au moment où vous êtes au plus mal. La pire expérience de ta vie, de perdre ton conjoint et tes enfants, puis on va mettre ça dans le dossier et ça va vous suivre. C'est sûr que vous allez soit péter un câble ou vous allez vous liquéfier. Vous allez très, très mal. Mais le diagnostic et le comportement, c'est le moment où il y a vraiment, où ça ne fonctionne plus, il n'y a plus d'adéquation entre les capacités de l'individu puis les demandes de l'environnement. Puis si le gosse, là, il a le ventre vide, puis il est à l'école, là, il n'est pas là, il n'est pas présent. C'est pas un TDAH, c'est quelqu'un qui a faim. Si lui, il craint que quand il va rentrer à la maison, papa, il va peut-être avoir bu puis battu maman, il n'est pas là, il n'est pas disponible, il est préoccupé. Et dites-vous que nos familles ont beaucoup de sujets de préoccupation. Hein? C'est vraiment important. Donc, ayons une petite précaution face au diagnostic. La semaine dernière, non, il y a 2 semaines, j'étais encore au Québec. Ah là, c'est arrivé dans la nouvelle fille, là, elle va arriver. Elle, son diagnostic, c'est un trouble explosif intermittent. Ça a l'air vraiment scientifique. Putain, elle pète un câble une fois de temps en temps. Et souvent, probablement, quand elle pète un câble, c'est de la légitime défense. Parce qu'elle se fait agresser. Parce qu'il y a des gens qui veulent son bien, des fois, contre son gré. Et nous, on a un excellent poète au Québec qui dit « On veut votre bien, puis on va l'avoir. » Attendez-vous pas que les clients, ils vont pas résister, hein? Donc, c'est Jacques... non, c'est Guy Hardy qui va le raconter. J'y vole ses punchs, là, mais il a développé ça avec Guy Oslos. Des fois, c'est la seule chose que les gosses peuvent faire ou que les parents. C'est juste se protéger. Et l'opposition, c'est l'ultime tentative pour essayer de rester moi-même alors que tu essaies de me définir d'une telle façon qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas, ou ce que tu m'offres comme solution, ça ne me convient pas. Je peux quand même... L'ultime recours pour moi, c'est de dire non. Ah, ben si vous dites non, vous ne collaborez pas, on va voir le juge. Donnez du temps, OK? Le problème... Attendez, ouais, ça va vite des fois. Hein? Oui? Ouais, je sais. Il y a la... Wow. Vincent, aide-moi, s'il te plaît. Le problème avec le diagnostic, c'est que ça ne nous dit rien sur les forces évolutives des gosses et des parents. Leur capacité à apprendre, puis leur capacité de résilience. Mais là, on s'entend, là, hein, Strasbourg, la vraie résilience, là. Tu as vécu un traumatisme, tu as rebondi, parce qu'au Québec, tout est résilient. Le portefeuille, la voiture, et voilà. Mais là, je veux dire, on a dénaturé le contexte. Pauvre Cyrulnik. Je veux dire, je pense qu'il voulait amener un truc intéressant, mais il y a bien des gens qui se l'ont approprié. Hein? Voilà. Donc, puisque là, j'ai l'injonction de 5 minutes, puis toute la semaine, j'ai dit « ouais », et j'ai balancé des 15-20 minutes de plus. Aujourd'hui, on m'a bien fait comprendre qu'à Strasbourg, il y avait beaucoup de monde, et il fallait que je respecte. Des fois, c'est utile de désobéir, mais aujourd'hui, je vais choisir d'obéir. OK? Donc... je vais vous dire une chose. J'ai eu la chance, j'ai fait 20 ans dans les services publics où j'ai été toujours dans les pires situations parce que j'étais le conseiller et le superviseur, donc autant familial qu'individuel. Depuis 6 mois, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle le Havre du Fjord, qui est un service d'addicto pour les 14-18 ans et où l'équipe que je forme depuis 10 ans ont accepté le pari avec moi de ne plus punir les jeunes, de ne plus les exclure et qu'on demande aux jeunes, quand ils font des bêtises, de réparer. Et je vous jure qu'il faut que tu fasses 4 entretiens pour réparer.
il aimerait mieux être puni, ça serait plus simple. Ça serait plus vite. Et donc, on fait ce travail, hein, et des fois, on va les harceler de façon bienveillante. Et donc, s'il y a un truc, Guy avait un souhait pour vous, moi j'en ai un souhait pour eux. Guy disait, je vous souhaite des représentations mentales positives des familles et des adolescents, des représentations positives qui vont vous donner envie de les côtoyer, hein, et de leur offrir des soins. Bien, en addicto, la question systémie, on désigne, hein, un comportement, c'est soit de la déviance, hein, c'est du trouble de comportement ou de la délinquance. Fait qu'on va dire que les toxicomanes sont nécessairement délinquants. Ou l'autre désignation, c'est la maladie. Ils sont souffrants. Bien, tous les gosses, les ados, les familles que je vois en addicto, ils utilisent les drogues parce qu'ils sont souffrants. Donc, c'est une automédication. Et si les drogues ne fonctionnent pas, il n'y en aurait pas autant. Et je sais que ce n'est pas différent au Québec, en France ou en Belgique. Les drogues marchent. Imaginez, le jeune, là, hein, il est super timide, timoré, il prend la cocaïne, il a son effet instantané, il se sent « Waouh !» Il sent la hauteur, il se sent important. Nous, qu'est-ce qu'on a à offrir? Bien, viens à notre consultation. Je ne sais pas encore combien de temps ça va prendre, mais sûrement quelques mois. Je ne connais pas encore les résultats, mais moi, tu sais, mon expérience me dit que il y en a qui s'en sortent. Hey, la cocaïne, 30 secondes. Fait que vous comprenez qu'on a intérêt à leur donner le goût de venir en consultation. Et ça, ma grand-mère disait, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Mais nous, on a été formés, on ouvre le dossier, « Ah, t'as fait telle bêtise, telle bêtise, telle bêtise. Tu veux de l'aide? » « Non, j'en ai rien à foutre. » C'est sûr. Parce qu'on pourrait aussi, de l'ordre de la formation, voir comment ils sont déjà très habités par des émotions souffrantes, douloureuses, et que parler de leurs problèmes, de leurs bêtises, vient juste amplifier ça. Alors que les drogues leur donnent accès à des émotions positives. Ce qui m'a amené à cette idée de je vais m'intéresser dès le début à qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait plaisir, ou ce que, comme vous dites en France, tu kiffes sur quoi. Puis faites-le, hein, rentrez ce soir, ça tombe bien, on est vendredi soir, eniez le conjoint, la conjointe, et qu'est-ce qui est arrivé de bon aujourd'hui? Vous allez avoir un apéro probablement beaucoup plus agréable si vous dites « T'étais où? Les gars sont encore déconnés aujourd'hui. » Là, peut-être qu'il va prendre le gin, hein, et le... Tout à fait. Je vous laisse sur un témoignage qui est Heidi, que je crois, moi, quelqu'un qui me touche. Et là, c'est bien parce qu'il fait quand même assez noir, donc vous n'allez pas me voir pleurer. Ça fait, je ne sais pas, 10 conférences que je monte à Heidi, le nombre de cours à l'université, puis ça vient me chercher à chaque fois. C'est qu'il y a quelque chose chez cette jeune fille qui est de l'ordre de l'expérience humaine pure, qui vient à chaque fois, mais c'est pas pleurer de « Ouais, ça va mal ». C'est « Je suis touché par son humanité et cette émotion me remplit tout le temps ». C'est toujours un bon moment pour moi. Et l'autre chose, c'est le contraire des émotions qui créent de la douleur, qui nous donne cette sensation de vide, qui nous ramène à nos carences affectives et qui fait qu'on a envie de bouffer, qu'on a envie de prendre des drogues pour essayer de remplir quelque chose qui manque. Donc, avec ces gosses, essayons surtout de nous intéresser à, pas tellement à ce qu'ils font, mais à ce qui manque et qu'on doit rajouter. Et les mamans et les intervenants, ils l'ont bien dit ce matin, l'empathie, la bientraitance est l'arme la plus puissante. Et même avec les grands criminels. Sur ce, je dis
Ah non, il faut quand même que je vous dise un dernier truc. Mais lui, c'est pas possible. Oui, mais ouais. Mais bon. Je veux dire, un jour... Mon métier n'est tellement pas facile. Mais c'est ma faute. Je suis prêt à prendre le blanc pour ça. Mais je veux qu'un jour, nos sociétés comprennent que vous êtes les responsables du tissu social, de la sécurité, et que tant qu'on va vous aider à faire votre travail, on va amoindrir les violences. Puis là, on voit qu'il y en a quand même beaucoup de violences dans nos banlieues, dans nos cités. Alors, je vous en prie, continuez votre bon travail et je vous remercie et je vous souhaite un bon moment avec Haïti. Ben, moi, mon nom, c'est Heidi. J'ai 20 ans, puis je suis arrivée au Havre du Fjord le 18 juin 2018, à l'âge de 18 ans. Puis quand je suis arrivée au Havre, en fait, j'avais des gros problèmes de consommation. Je consommais à chaque jour. Ma vie tournait vraiment autour de ça, puis je voyais plus comme clair là-dedans. Je me sentais perdue, je me sentais démunie. Puis avant de rentrer au Havre, quelques mois avant, je suis allée en psychiatrie parce que j'ai fait une désintoxication. Je suis allée en psychiatrie. Puis parce que je faisais des grosses crises de colère, des grosses crises j'étais violente envers moi-même. Puis on m'a même attachée à un lit parce que j'étais trop incontrôlable. Donc ça a comme été l'élément déclencheur qui a fait que là, il fallait que je me prenne en main. Donc quelques mois plus tard, j'ai fait un voyage au Guatemala humanitaire. Puis après ça, je suis rentrée en thérapie au Havre. La consommation, ça prenait vraiment une grosse partie de ma vie parce que je voulais tellement geler ce qu'il y avait en dedans que si j'avais pas de consommation, mais j'étais pas bien. Mais si je consommais, j'étais pas bien non plus. Donc j'étais vraiment dans une espèce de cercle vicieux qui finissait plus en fait. Puis je me perdais là-dedans, je faisais comme semblant d'aimer la vie, j'aimais pas la vie. Puis quand je suis rentrée au Havre, ça a vraiment été un point tournant dans ma vie. C'est comme j'ai toujours dit que c'était comme un cadeau tombé du ciel. Fait que j'ai entrepris cette démarche-là de me donner un stop dans ma vie puis de me donner un temps d'arrêt pour vraiment rentrer en dedans de moi, aller voir ce qui se passait en dedans de moi sans vouloir le cacher avec la consommation. Ma thérapie, elle a duré 4 mois. En fait, j'ai fait un premier mois vraiment au Havre, puis après ça, j'ai eu des sorties qui étaient progressives. Puis au début, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Je voulais vraiment m'en aller tout le temps. Je trouvais ça très dur de me vivre, en fait, parce que j'avais jamais appris à vivre, puis à vivre mes émotions. Fait que ça me sortait complètement de ma zone de confort. Mais il y avait comme quelque chose en moi qui voulait continuer. Il y avait comme une petite flamme qui s'est rallumée. Je ne sais pas quand, mais je pense qu'après 1 mois, il y a quelque chose qui s'est allumé puis qui s'est dit comme t'es à la bonne place, puis ça va bien aller. Puis l'équipe du Havre prenait tellement soin de moi que je me suis dit je peux pas m'en aller puis les laisser, puis me laisser en mourir, parce que j'étais sûre que j'allais en mourir. Là. J'avais dit à mon intervenante, c'est la dernière chance que je me donne. Puis finalement, cette chance-là, elle a marché. Puis j'y croyais vraiment plus, en fait. Là. Puis toute l'équipe du Havre m'a vraiment soutenue. J'ai eu beaucoup de soutien de ma mère. Ma mère, elle a été très présente. J'étais allée toucher des sujets que jamais j'aurais pensé aller toucher, la dépression, tout mon mal de vivre que je ressentais depuis que j'étais née, mais j'en parlais, puis j'essayais de le comprendre. Puis il y avait des thérapies de groupe, ce qui faisait en sorte que j'avais pas le choix d'extérioriser comment je me sentais. Puis ça a été vraiment difficile, mais ça a été vraiment le fort un peu à ma vie là, que j'ai retrouvé quand... Je voulais juste mourir, puis j'étais sûre que si j'allais mourir, c'était d'une overdose ou d'un suicide dans ma tête. C'était clair, tu sais, puis maintenant, je me sens tellement mieux, tu sais, j'ai retrouvé qui j'étais, j'ai recommencé à jouer de la guitare en thérapie, chose que je faisais plus. Parce qu'il y a un intervenant qui m'a ramené à ma passion, tu sais, puis ça m'a vraiment... je me suis racheté une guitare, j'ai recommencé à passer juste du temps avec ma famille, mais de qualité. J'ai recommencé à apprécier des petits moments. J'ai recommencé
à vivre, tu sais, puis à vouloir vivre. J'ai envie de vivre, j'ai envie de savoir ce que la vie me réserve. J'ai retrouvé mon petit enfant intérieur que je sabotais tellement, finalement. Ouais, j'aime dire que le Havre a sauvé ma vie. J'étais tellement dans un épisode de ma vie où c'était noir. Puis le Havre m'a amené des éclaircies. Ça m'a amené du soleil, ça m'a amené un goût de vivre que j'avais plus. Puis je remercierai jamais assez le Havre pour ça. T'sais, une thérapie, ça a changé une vie, puis ça a vraiment changé la mienne. J'étais dans une phase de ma vie où j'arrêtais, où je continuais, ma vie. Puis j'ai décidé de la continuer. Il y a comme quelque chose qui a fait en sorte que je voulais la continuer. Puis le Havre m'a épaulé là-dedans, m'a accueilli, m'a accepté. Puis je pense que j'avais juste besoin de ça, d'amour que j'étais pas capable de me donner, que j'étais pas capable de recevoir. Puis j'ai fait beaucoup de travaux thérapeutiques, des travaux sur moi-même. J'ai fait beaucoup d'introspection, mais je pense que j'en avais besoin. Puis j'avais besoin d'une thérapie fermée où j'étais encadrée puis que j'étais pris en main, tu sais. J'ai failli faire beaucoup d'overdoses avant, puis je consommais des drogues fortes, puis maintenant, je suis comme une personne complètement différente, mais c'est parce que je me suis retrouvée, tu sais, j'ai pas changé, je me suis juste retrouvée quand je m'étais perdue dans la consommation, dans toutes les choses qui m'amenaient à consommer, tu sais, puis maintenant j'ai envie de vivre, puis j'ai envie de découvrir la vie, puis de profiter des petits moments, puis aujourd'hui ma vie elle va bien, tu sais, je consomme plus d'alcool, je consomme plus de drogue depuis maintenant 2 ans. Tu sais, j'ai des vrais amis, pas des amis qui me forcent à consommer parce que sinon je suis pas cool, puis c'est plus un réflexe pour moi d'aller consommer. J'ai encore des pensées d'aller consommer, mais ça finit par s'atténuer si j'alimente pas l'obsession. Puis avant, je voyais plus ma vie sans consommer. J'ai déjà dit à un intervenant là-bas, j'ai dit, je m'imagine pas consommer. Si je consomme, je m'enlève la vie parce qu'il y avait plus de sens à ma vie. Puis finalement, j'allais retrouver au Havre. Je pense que... Mesdames, messieurs, c'était Heidi et c'était Stéphane Bugeaud.